Ma nièce m'a complètement ignoré après la mort de ses parents. Plus un appel, plus une lettre. Puis un jour, elle m'a envoyé un message, et j'ai besoin que le domaine familial soit transféré à mon nom. Quand j'ai refusé, elle s'est pointée chez moi avec un avocat. Mais les papiers que je lui ai remis en retour l'ont fait reculer d'un pas. Il y a quelques années, ma nièce Sarah a coupé les ponts avec moi. Pas peu à peu, non, d'un coup. Froidement, calculé. Des appels sans réponse. Des messages lus mais jamais répondus. Des lettres renvoyées à l'expéditeur. Ce n'était pas une crise d'ado. Elle avait 21 ans. Assez adulte pour savoir ce qu'elle faisait. Je n'étais pas juste son oncle. Je l'avais pratiquement élevée après que mon frère et sa femme, ses parents, soit mort dans un accident de voiture. J'ai pris le relais, je l'ai accueillie et je lui ai donné tout ce que je pouvais. Je n'étais pas riche, mais je me suis assuré qu'elle ne manque de rien. Et puis, du jour au lendemain, silence. Pas d'explication, pas de dispute. Juste, plus rien. J'ai passé 2 ans à essayer de la joindre, espérant que ce n'était qu'une phase. Espérant qu'elle se souvienne de qui avait toujours été là pour elle. Et puis, au moment où je commençais à accepter l'idée que je n'aurais peut-être plus jamais de ses nouvelles, j'ai reçu un message. Et j'ai besoin que le domaine familial soit transféré à mon nom. Pas de salut, tonton. Pas de désolé d'avoir disparu. Juste une exigence. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. Le domaine, bien sûr. La seule raison pour laquelle elle reprendrait contact. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Il faut qu'on parle. Passe demain. Le lendemain, elle s'est présentée à ma porte. Pas seule. Un homme en costume trop raide se tenait à ses côtés, attaché case à la main. Un avocat. J'ai ouvert la porte et les ai observés. Sarah avait changé. Vêtements de créateur. Ongles impeccables. Cheveux coiffés à la perfection. La fille que j'avais élevée portait des jeans et des vieux t-shirts Vans. Cette femme-là avait l'air de n'avoir jamais travaillé de sa vie. On n'a pas besoin de parler, dit-elle en me frôlant pour entrer. Il suffit que tu signes. L'avocat posa son attaché-casse sur la table basse et l'ouvrit, sortant une pile de documents. Monsieur Whittaker, commença-t-il d'un ton récité, condescendant, comme s'il parlait à un idiot. Comme vous le savez, le domaine de votre frère devait revenir à Sarah à sa majorité. Nous aimerions finaliser ce transfert aujourd'hui. Sarah ne me regardait même pas. Je pris une grande inspiration et répondis calmement. Ça ne marche pas comme ça. L'avocat esquissa à peine une réaction, juste un petit sourire poli, insincère. En réalité, si. Le domaine devait revenir à Sarah, mais en raison de certaines complications légales au moment du décès de votre frère, il a été temporairement placé à votre nom. Maintenant que Sarah est majeure, nous souhaitons procéder au transfert définitif. Sarah me regarda enfin, pas avec chaleur, pas avec l'affection d'une nièce revoyant son oncle après des années de silence, juste avec froideur et attente. Pourquoi? Demandai-je en arquant un sourcil. Mon fiancé et moi, dit-elle, comme si j'étais censé déjà le savoir. Fiancé. Ça, c'était nouveau. Je gardai un visage neutre, hochant la tête comme si je considérais ces mots. Puis je me dirigeai vers mon bureau, pris un dossier et le posai devant eux. Avant de faire quoi que ce soit, vous devriez lire ça. Sarah leva les yeux au ciel mais rattrapa les papiers et commença à les parcourir. L'avocat se pencha pour lire par-dessus son épaule. J'observai attentivement leur visage. Le changement fut instantané. La confiance de Sarah vacilla, ses sourcils se froncèrent. La bouche de l'avocat se crispa, il se mit à lire plus vite. Puis, comme si un interrupteur avait été enclenché, il se raidit et inspira brusquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Siffla Sarah. Je m'adossai au canapé, les bras croisés. Ça, Sarah, c'est le testament mis à jour. Celui que ton père a rédigé 2 mois avant sa mort. Elle cligna des yeux. C'est impossible. Oh, mais ça l'est, répondis-je en tapotant le papier. Ton père et moi avons eu une longue conversation quand tu avais 16 ans. Il avait des inquiétudes. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Mais ce fut l'avocat qui prit la parole. Ce testament invalide les termes précédents. Sa voix n'était plus aussi assurée. Exact, acquiesçai-je. Il stipule que le domaine reste à mon nom indéfiniment. Il a été modifié pour inclure une clause. Tu dois remplir des conditions spécifiques avant qu'un transfert puisse être envisagé. La main de Sarah se crispa sur les papiers. Ce n'est pas juste. Je haussai les épaules. C'est la loi. L'avocat claqua son attaché-case en le refermant d'un geste sec. Monsieur Whittaker, nous allons contester cela devant le tribunal. Je souris. Allez. La mâchoire de Sarah se contracta. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, coupai-je. Et tu le sais très bien. Elle expira brusquement, jetant violemment les papiers sur la table. Ce n'est pas fini. J'inclinai la tête. Oh, je sais. Mais avant de partir, tu devrais lire la page suivante. Elle l'arracha, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Puis elle pâlit. Je la vis déglutir avec difficulté. Sa respiration s'accéléra. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. L'avocat tendit la main, mais elle resserra les doigts et plaqua la feuille contre sa poitrine. Je ne me précipitai pas. Je la laissai mesurer le poids de ce qu'elle venait de lire, encaisser ce que cela signifiait. Parce que cette page, c'était le dernier clou dans le cercueil. Et le plus beau, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Le visage de Sarah était aussi pâle que le papier qu'elle serrait. Ses yeux glissaient encore et encore sur les mots, comme si elle espérait qu'ils finissent par dire autre chose. L'avocat se pencha pour lire par-dessus son épaule. Son expression resta presque neutre, mais la façon dont ses lèvres se pincèrent me dit tout. Elle savait qu'elle était piégée. Toi, commença Sarah, mais sa voix se brisa. Elle avala sa salive et reprit, tu m'as piégé. Je laissai échapper un petit rire. Piégé? Tu sais, Sarah, je n'ai fait qu'honorer la demande de ton père. J'ai respecté ses dernières volontés. Ses poings se serrèrent. Ce n'est pas possible. Il me l'aurait dit. Je la fixai, attendant qu'elle réalise le sens de ses propres mots. Et puis,
Soudain, ça la frappa. S'il ne lui avait rien dit, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle le sache. L'avocat expira par le nez et se redressa. Monsieur Whittaker, je voudrais demander une copie de ces documents. Nous devrons en vérifier l'authenticité. Allez-y, répondis-je en ouvrant le classeur et en sortant un double. Prenez votre temps. Sarah ne dit pas un mot. Elle resta plantée là, respirant lourdement, fixant le papier comme s'il l'avait trahi. Puis elle tourna brusquement les talons et quitta la pièce. L'avocat suivit, plus lentement, plus prudemment. Arrivé à la porte, il se retourna. Attendez-vous à avoir de nos nouvelles bientôt. Je souris. J'ai hâte. La guerre commençait. Je m'attendais à ce qu'elle se batte. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin. Le premier coup vint vite, une lettre de son avocat, pleine de jargon juridique destiné à m'intimider. Ils exigeaient que le domaine soit immédiatement transféré, prétendant que le testament révisé était invalide pour cause d'influence indue. J'ai ignoré. Puis vinrent les appels. D'abord de l'avocat, puis de Sarah, puis de numéros inconnus. Je les ai tous bloqués. Je me suis déplacé prudemment, le ventre noué, puis je l'ai vu. Le bureau avait été mis à sac. Des papiers partout. Les tiroirs arrachés. Mon bureau renversé et l'armoire à dossier forcé. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Quelqu'un s'était introduit chez moi, et j'avais une bonne idée de qui avait envoyé ces gens. J'ai évidemment appelé la police, signalé l'effraction, parlé des documents manquants. Ils ont pris des notes, regardé autour, puis m'ont demandé si j'avais des caméras. Non, c'était mon erreur. Mais ce que Sarah ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que je ne gardais jamais les originaux au bureau. Les vrais documents étaient enfermés dans un coffre à la banque. Ce qu'ils avaient volé n'était que des copies. Sarah jouait salement, alors moi aussi. Mais en plus malin. Je ne suis pas allé accuser qui que ce soit à la police. Ça aurait été idiot. Pas de preuves, pas de dossier. Mais j'avais une autre idée. Le lendemain, je suis allé voir l'avocat de la succession, celui qui avait géré les affaires de mon frère avant sa mort. Un certain Harold Pierce. Un type affûté, difficile à intimider. Harold, dis-je en m'asseyant en face de son bureau, j'ai besoin de faire quelques changements. Il se renversa dans son siège, plissant les yeux. Sarah, j'ai hoché la tête. Il a soupiré et joint ses doigts. J'avais dit à ton frère que ça arriverait. Nous avons passé 2 heures à éplucher toutes les failles, toutes les protections possibles, toutes les options. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais en poche quelque chose que Sarah n'avait pas vu venir, une ordonnance restrictive. Si elle voulait se battre, ce serait à distance. Je pensais que ça suffirait à la tenir éloignée. Je me trompais. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Harold. Sa voix était tendue. Elle vient de déposer une plainte. J'ai presque ri. Pour quel motif? Fraude. Elle prétend que le testament est un faux. Je suis resté silencieux une seconde, puis je me suis renversé dans mon fauteuil, me massant les tempes. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Un faux testament. C'était grave. Si elle réussissait à convaincre un juge d'y jeter ne serait-ce qu'un œil, je pouvais tout perdre. Mais voilà, Sarah avait commis une erreur fatale. Elle me sous-estimait, parce que je savais qu'elle viendrait pour moi. Et j'avais une dernière carte. Le document prouvant jusqu'où allait sa trahison était sur le point de la détruire. Là où elle ne s'y attendait pas, c'est que je n'allais pas attendre son prochain coup. Si elle voulait m'accuser de faux, je m'assurerais qu'elle le regrette amèrement. J'avais gardé une ultime carte dans ma manche, une que même Harold, l'avocat de la succession, ignorait encore. J'ai passé un coup de fil. Et l'homme qui a décroché n'était autre que Douglas Grayson, l'avocat qui avait aidé mon frère à rédiger son dernier testament. Il était désormais à la retraite, mais je savais qu'il se souviendrait d'un détail crucial, la signature du testament avait été enregistrée. Mon frère était un homme prudent. Après avoir vu nos parents perdus dans une bataille juridique interminable au sujet de leur succession, il avait juré de ne jamais laisser quoi que ce soit ouvert à l'interprétation. Alors, lorsqu'il a révisé son testament, il avait demandé à Douglas d'organiser un enregistrement vidéo de la signature devant 2 témoins neutres. J'avais déjà vu la vidéo une fois. Elle était courte. Mon frère, assis dans son lit d'hôpital, faible, mais lucide, fixant droit la caméra. Ses mots étaient clairs, je suis saint d'esprit. Ceci est mon testament. Personne ne me force à le modifier. Puis il avait signé. Les 2 témoins avaient signé. Et l'avocat avait tout notarié, sous l'œil de la caméra. Sarah n'avait aucune idée que cette preuve existait. Et maintenant, j'allais m'en servir. Le procès avança rapidement. En quelques semaines, nous étions devant un juge. Sarah était assise en face de moi, dans une tenue de luxe. Elle paraissait calme, mais je voyais la tension dans sa mâchoire, la manière dont ses doigts se crispaient autour de la main de son fiancé, comme s'il était sa bouée de sauvetage. Son avocat prit la parole en premier. Votre honneur, nous pensons que M. Whittaker a manipulé le défunt pour le contraindre à modifier son testament. Nous avons des raisons de croire que le document a été soit altéré, soit totalement falsifié. Le juge se tourna vers moi. Monsieur Whittaker, avez-vous des preuves contraires? Je me suis levé, rajustant ma cravate. Oui, votre honneur. En réalité, j'ai quelque chose qui réglera définitivement cette affaire. Je fis signe à Harold, qui remit une clé USB. L'huissier la porta au juge. Je vous prie de visionner le fichier nommé final. La vidéo s'afficha à l'écran. La voix fatiguée mais claire de mon frère emplit la salle. Je suis saint d'esprit. Ceci est mon testament. Personne ne me force à le modifier. Puis vinrent les signatures. La légalisation par le notaire. La caméra montrant les témoins confirmant ce qui venait d'être signé. L'avocat de Sarah avait l'air d'avoir avalé un citron. Le juge se tourna vers elle. Mademoiselle Whittaker, souhaitez-vous toujours maintenir votre accusation de faux? Sarah ouvrit la bouche, puis la referma. Son visage était livide. Son avocat se pencha vers elle,
lui murmurant sûrement de se rétracter avant d'aggraver son cas. Mais Sarah n'avait pas fini. Elle se leva brusquement, déclenchant des murmures dans la salle. Le juge haussa un sourcil. Par qui? Sarah serra les poings et pointa un doigt vers moi. C'est lui qui a manipulé mon père pour qu'il signe ça. Je soupirai. Sarah. La vidéo. Je me fiche de la vidéo, cria TL. Il a toujours tout contrôlé. Mon père lui faisait trop confiance. Son avocat tenta de la tirer vers son siège, mais elle se dégagea violemment. Ce n'est pas fini. Le juge, manifestement irrité, tonna silence. Mademoiselle Whittaker, je vous conseille vivement d'écouter votre avocat avant de dire quoi que ce soit d'autre qui pourrait nuire à votre cause. Mais elle était trop lancée, et c'est là qu'elle commis sa plus grosse erreur. L'affaire aurait dû se terminer là. Mais Sarah n'était plus seulement après le domaine. Elle voulait se venger. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une avalanche de notifications. Mon téléphone explosait. Sarah avait tout étalé en public. Elle avait posté un long message émotionnel sur les réseaux sociaux, affirmant que je lui avais volé son héritage, que je l'avais piégé dans la pauvreté pendant que je vivais dans le luxe avec ce qui lui revenait de droit. Elle jouait la victime à la perfection, me dépeignant comme un oncle contrôlant et avide, qui lui avait tout pris. Elle mentionna le procès, mais oublia opportunément de préciser que le juge l'avait pratiquement ridiculisé au tribunal. Et le pire, les gens l'ont cru. Son post est devenu viral. Des milliers de commentaires, de partages, de messages. Des inconnus m'insultaient, me traitaient de monstre. J'ai même reçu des menaces. Sarah voulait me détruire. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de m'offrir l'occasion parfaite de la réduire en miettes. Ce que Sarah avait oublié de préciser dans son récit, c'était qu'elle n'était pas pauvre. En réalité, elle vivait dans un penthouse à plusieurs millions de dollars à Miami, acheté 6 mois plus tôt au nom de son fiancé. Et d'où venait l'argent? Simple. Elle avait déjà vidé les autres comptes bancaires de ses parents. L'héritage ne se limitait pas au domaine. Mon frère avait aussi laissé des comptes d'épargne, des investissements et un fonds fiduciaire destiné à l'avenir de Sarah. Elle n'était pas censée y toucher avant ses 30 ans, mais elle avait trouvé un moyen d'y accéder plus tôt. Et j'avais les preuves, transfert bancaire, relevé de retrait, un document signé de son fiancé, prouvant qu'ils avaient déplacé l'argent vers un compte offshore commun. Sarah n'était pas ruinée. Elle mentait. Et j'avais toutes les pièces à conviction. Je la laissais profiter de son moment de gloire. Qu'elle se pavane, qu'elle savoure la sympathie. Puis je lâchais tout. Je publiais chaque document, capture d'écran des transactions, preuve des retraits du fonds fiduciaire, et même une photo d'elle, prise par son propre fiancé, un verre de vin à la main sur le balcon de son penthouse à Miami. Internet retourna sa veste en un éclair. Ceux qui l'avaient défendu effacèrent leurs commentaires. D'autres l'insultèrent, la traitant de voleuse. Les mêmes apparurent du jour au lendemain. Mais le pire, pour Sarah, c'est que la banque vit passer ses fuites. Et là, ils s'en sont mêlés. Le fonds fiduciaire était protégé par des clauses strictes. Y accéder prématurément constituait une fraude. Sarah ne perdait plus seulement la sympathie du public. Elle faisait désormais face à de vrais ennuis judiciaires. Ses comptes furent gelés. Les enquêteurs épluchèrent ses relevés. Son avocat, si arrogant au départ, la lâcha aussitôt. Même son fiancé disparut, nettoyant ses réseaux sociaux comme s'il n'avait jamais existé. Puis ce fut l'explosion. Un soir, j'entendis frapper à ma porte. Pas un simple coup. Des coups violents, désespérés. Je sus immédiatement qui c'était. Sarah. Ses vêtements de luxe étaient froissés, ses cheveux décoiffés, ses yeux rougis et son mascara coulant. Elle n'avait plus rien à voir avec la jeune femme arrogante venue autrefois avec un avocat. Elle me poussa et entra sans attendre. Tu as ruiné ma vie. Je refermai la porte, me tourner vers elle. Non, Sarah. C'est toi qui l'as fait. Je te faisais confiance. Je croyais que tu prendrais soin de moi. Je levai la main, ne joue pas la victime. Tu as volé ton propre fonds fiduciaire. Tu as manipulé les gens. Tu m'as rayé de ta vie dès que tu as cru ne plus avoir besoin de moi. Elle éclata d'un rire amer. Oh, donc tout ça, c'est à propos de toi, de tes sentiments, et moi, alors? Je craquai. Tu sais ce que ça m'a fait, Sarah? Tu sais ce que ça signifie, d'être complètement ignorée par la fille que j'ai élevée comme la mienne, pendant des années, et que tu réapparaisses uniquement quand tu avais besoin d'argent? Des larmes perlèrent à ses yeux. Pour la première fois, je vis de la peur. Pas de la colère, pas de l'orgueil. De la peur. Oncle, s'il te plaît. Je restais figé, la mâchoire serrée. C'était le moment. Celui où, dans les histoires, les liens familiaux triomphent. Celui où l'on pardonne. Mais ce n'était pas une histoire. C'était la vraie vie. Et dans la vraie vie, les actes ont des conséquences. Je soupirai, fatigué. Tu dois partir, Sarah. Quoi? Tu veux que je parte? Je ne peux pas réparer ça pour toi. Et je ne le ferai pas. Elle secoua la tête, paniquée. Tu es tout ce qu'il me reste. Je reculai d'un pas, j'étais tout ce qu'il te restait. Et tu m'as jeté. Son visage s'effondra. Elle recula, comme frappée. Avais-je encore de l'affection pour elle? Oui. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser te détruire. Elle s'essuya le visage d'un geste rageur. Très bien. Je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Elle fit volte-face et sortit en claquant la porte. Je ne la retins pas. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. Sarah n'est pas allée en prison. La banque voulait éviter un long procès. Alors elle proposa un accord, elle devait tout rembourser. Chaque centime. Cela signifiait vendre sa voiture, ses bijoux, son penthouse de Miami, tout. Elle se retrouva ruinée. Seule. Elle essaya de me recontacter. Ses messages étaient différents, désormais. Moins exigeants, plus désespérés. Je suis désolé. Je ne le pensais pas. On peut parler? Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, dans des années, si elle change vraiment. Si elle apprend ce que veut dire assumer ses actes. Peut-être. Mais pas aujourd'hui.